C'était attendu par certains, demandé par d'autres. Eh bien ça y est, il est prêt, c'est le best-of numéro 2 de CTOs avec les meilleurs moments, les meilleurs passages de chacun des 10-12 derniers épisodes de CTOs. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. À très bientôt. Cyril Famelet qui nous parle de soft skills et de craft. Pour moi, les soft skills qu'un craft devrait avoir, c'est comprendre les enjeux de la boîte. Ça, c'est quelque chose que je comprends je comprends d'un point de vue dev, hein. J'étais dans l'autre côté de la barrière, je m'en foutais un peu du contexte, moi je voulais développer mon truc. Mais pour moi, c'est quelque chose qui serait un plus pour les devs, pour les crafts, de s'intéresser au contexte. Un autre soft skill qui est très important, ça pour le coup, je le retrouve un peu plus facilement, chez les crafts, c'est challenger le métier. C'est un peu la théorie du feignant, hein. C'est genre, on demande quelque chose à quelqu'un, on dit, est-ce que t'en as vraiment besoin? Est-ce que t'en as besoin comme ça? Bon, parfois c'est un peu pénible, mais dans la plupart du temps, c'est intéressant et en fait, ça permet, je trouve ça important que les devs challenge le métier. Comme ça, ils comprennent le métier, ils savent pourquoi et pour qui ils développent. Et du coup, ça fait un produit vraiment adapté. Si tout le monde comprend ce qu'il fait et pourquoi il le fait, ça fait qu'on gagne du temps. En fait, l'équation elle est ultra simple. C'est que si les devs comprennent ce qu'ils font, ça veut dire qu'ils vont écrire du code compréhensible et un gain immédiat. Quelqu'un monte sur le projet, il lit le code, il peut être productif ultra rapidement. On n'a pas besoin de prendre 6 mois, peut-être un peu moins, j'exagère un peu, mais on dit souvent qu'il faut plusieurs mois à quelqu'un pour intégrer un projet. Ouais, ça, on l'entend souvent, ouais. Ouais, bah moi j'ai des gars, au bout de 2 jours, ils me disaient bon, je prends quel ticket. Et je dis pas que notre code il est parfait, hein, je pense qu'il n'y a jamais de code parfait. Surtout que personnellement, je trouve que dans le dev, il y a une grosse partie, c'est de l'appréciation personnelle. Donc il y a des choix, c'est des choix personnels entre guillemets, c'est de l'équipe. Moi j'essaie d'avoir que toute la partie appréciation personnelle, j'essaie que ce soit des décisions d'équipe. Mais du coup voilà, en fait, à force qu'on prenne des décisions communes, que finalement on essaie de faire en sorte que le code soit le plus compréhensible pour tous, d'un point de vue technique et métier, ça fait qu'il y a des gars qui arrivent à monter très vite en compétence sur le projet. Toi, ta courbe d'apprentissage, elle est de quelques jours à quelques semaines max, quoi. Quand je fais monter quelqu'un, ouais, un dev, c'est bien que pour moi, l'indicateur, c'est si au bout d'une semaine ou deux, même une semaine, il prend un ticket, c'est que c'est plutôt bien. Même si on a un métier très complexe. Ça paraît très challengeant, mais en fait, pour l'instant, je crois pas avoir eu de personne qui a mis plus de 2 semaines à monter sur le projet. Teddy Ndandou qui nous parle de son style managérial et de la manière d'embarquer une équipe avec lui. T'as rencontré des difficultés managériales? T'as développé ton style managérial à toi? Ah oui, j'ai développé mon style managérial. Déjà, 10 équipes, moi. J'avais 10 feature teams. Donc déjà, j'étais pas seul, hein. J'avais des managers aussi qui étaient responsables des feature teams. En moyenne, c'était un manager pour 2 équipes. Puis on avait 5 ou 6 avec il y avait aussi un archi Salesforce. Mon style, il est très simple. C'est que moi, je crois en fait avant d'expliquer mon style, je pars du principe que on passe beaucoup de temps au travail. Tu vois, tu passes souvent même plus de temps au travail qu'avec ta femme et tes enfants, malheureusement. Et donc, je me dis, ce temps, en fait, que tu passes au travail, il faut que ce soit un temps qui te fasse plaisir, faut que tu aies du plaisir, faut que tu prennes du plaisir, en fait. Si tu prends pas du plaisir, c'est dommage parce que ça veut dire que la moitié du temps, voire le 3/4 du temps que tu passes, t'es pas content. Tu vois ce que je veux dire? Et donc moi, mon style, c'est d'embarquer les gens. Je pars du principe, parce que moi, je suis comme ça. Hein. Je fais des choses qui me font plaisir, mais dans lesquelles je trouve du plaisir. C'est ce qui est bien en fait, quand tu travailles et que derrière
tu prends du plaisir. Donc ça, c'est cool. Moi, je fais un métier que j'adore. Je suis je suis pas un ancien, je suis un geek, mais un ancien développeur. Quand j'étais jeune, j'adorais coder, tu vois. Et là, je vis de ma passion. Et moi, c'est ça, en fait, mon style managérial, c'est ça, c'est de trouver un sens dans ce que tu fais. Et parce que je pars du principe que si t'es embarqué, bah, tu donnes le maximum. Tu vois, tu fais pas des choses en disant, ouais, c'est juste pour le travail. C'est que, tu vois, t'envoies tout, en fait. Et ça, c'est totalement mon style. C'est que j'essaie de créer un cadre où les gens peuvent s'exprimer. Et j'insiste sur le mot cadre, ça veut pas dire qu'ils font n'importe quoi, c'est que ils ont des règles, en fait, dans lesquelles ils peuvent s'exprimer. Par contre, à partir du moment où ils sortent du cadre, là, on peut les recadrer. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est totalement mon style managérial. Antoine Guénard, qui nous parle d'un choix de ne pas avoir d'orga et qui s'est avéré être le bon. On lance aux US, on devient tout de suite très fort, on est sur 15% des iPhones américains. Et puis, une nuit, mon associé est dans un avion pour le Brésil. Vous passez de 0% à 15% des iPhones américains. En une semaine ou deux, un truc complètement délirant. Voilà, donc too big, too fast. Et en pleine nuit, mon associé est dans un avion pour le Brésil. Moi, je suis à Paris en train de continuer à monitorer nos lancements US, donc je vis plutôt la nuit à ce moment-là. Et puis l'app disparaît de l'App Store en un refresh. Tu vois ton application, un numéro 1 de l'App Store, et puis le lendemain, une seconde plus tard, elle y est plus. Et évidemment, l'annonce tombe assez vite. Apple a décidé de retirer App Gratis de son App Store, de lui couper ses push notifications. Et là, bah, c'est le coup de massue. T'as un business avec 100 personnes dans la boîte, un CA qui explose, t'as levé des fonds il y a 3 mois, et t'essayes de sauver ton business, mais tu comprends qu'Apple transigera pas. On aurait dit, bah, le premier produit, il peut pas trop scaler. Et finalement, bah, quand le scale serait arrivé, on aurait dû repartir pendant 1 an à construire ce scale. Là, le premier produit, il était hyper mature sur le scale. Et bah, ça affecte très vite. On a pu scaler vite sur le business, aller encaisser le trafic de plein de médias. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est la première bonne décision organisationnelle qu'on a eue, c'est d'avoir absolument aucune organisation à la tech. Et puis ça commence à péter à un moment donné. On mettra cette phrase en petit teasing. Et non, et puis finalement ça commence à péter naturellement au bout d'un moment. J'ai envie de te dire, heureusement, ça prouve que tous les gens qui ont écrit sur ces sujets-là, d'organisation de team tech, de gestion de projet, d'agilité, sont pas fous. C'est qu'à un moment donné, bah, naturellement, les problèmes ils arrivent. Et quand ils arrivent, c'est le bon moment pour changer ton orga. Julien Blancher, qui nous parle de développement personnel. Est-ce qu'il y a un autre moment fort, important qui te vient en tête? Ouais, bah c'est la suite assez logique. Enfin, c'est logique. C'est la suite de l'aventure Recast SAP. Après, j'ai pris quelques semaines, mois pour voyager, tout ça, et en fait, le contre-coup a fait que je suis tombé assez malade, et donc je me suis fait opérer dans les mois qui ont suivi le fait que je quitte SAP. Donc c'était à la fois bien aussi parce que du coup j'ai eu du temps pour me poser, j'étais vraiment au calme, mais ça a été quelque chose qui était assez difficile parce que c'était une grosse opération et ça m'a vraiment entamé, quoi. Enfin, je suis passé pas loin de pas faire d'autres projets après. Et donc du coup ça m'a vraiment entamé. Ça a été assez difficile parce que il y a eu toute l'euphorie, on va dire, l'ascenseur émotionnel. Et du coup, tu l'associes vraiment au contre-coup ou ça se... Je peux pas dire. Enfin, je pense que personne peut dire avec certitude. Après, dans les faits et de ce que j'ai compris, parce que j'ai beaucoup lu pour apprendre et comprendre comment ça fonctionnait. Et je pense qu'en effet, oui, le corps est capable d'encaisser beaucoup. Et par contre, quand ça se pose un moment, le corps il décompresse d'un coup et c'est là où il peut y avoir des choses qui tiennent plus d'un coup et où ça craque, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui il y a énormément de gens qui ont des maladies, des choses comme ça parce qu'en fait ils travaillent trop et qu'il n'y a pas assez d'équilibre de vie et du coup à un moment ça claque. La progression, le développement personnel, c'est une thématique qui te touche, quoi. Ouais, carrément. Là, je parle beaucoup un peu physiquement et en termes de planifier et de progresser avec un peu une vision claire de ce qu'on a envie de faire. Et parce que j'ai même pas parlé du meilleur objectif encore. Mais oui, c'est quelque chose qui est super important pour moi et sur lequel je travaille tous les jours. Et je pense que tous les jours, tu travailles ton développement personnel. Ah oui, je pense au moins 1 heure, 2 heures par jour.
Philippe Bobo qui nous explique pourquoi il a dû parfois ralentir ses propres logiciels. Et le sponsor nous a dit, en fait, la secrétaire générale a trouvé que c'était vraiment très délicat d'aller expliquer des gens que le mardi, ils attendaient 8 heures et ils payaient 250 €, c'était normal, et que le mercredi, ils vont attendre 8 secondes et ils vont payer 250 €, et ils vont dire, mais qu'est-ce que vous avez fait les semaines d'avant pour nous faire payer si cher un truc qui était si mauvais? Ou l'inverse, c'est incroyable que on puisse avoir ce résultat n'est pas de bonne qualité puisque c'est immédiat. Et donc on a été obligé de ralentir. On n'a pas ralenti la machine, on a mis des time-out. Et en plus, le time-out, il fallait respecter la file d'attente. C'est-à-dire que la personne qui avait déposé son dossier avant, il fallait qu'elle ait ses résultats avant. Alors que nous, tout était dans une grosse stack où les trucs s'accumulaient, parce qu'en fait, on les avait traités tout de suite et qu'il fallait vraiment faire attention à ce que la personne, l'agent qui demandait son résultat, il fallait pas lui donner avant que les gens qui étaient arrivés avant chez d'autres agents. Bon, ça, c'est rigolo. C'était une anecdote. C'est quand même dingue de se dire, aujourd'hui, on est prêt à payer plus cher pour avoir quelque chose plus vite. Bien sûr. Mais il y avait un rapport entre le prix qu'on demandait aux gens et le travail supposé qu'il y avait derrière et qui devait mettre à genoux des ordinateurs du monde entier pour que ça dure aussi longtemps. Et donc, dans ces gens-là, on a 3 quarts essentiellement des clients qui sont encore des gens on-prem. Et c'est une tendance qui évidemment bouge un petit peu, mais un petit peu. C'est des sociétés qui sont très frileuses. Évidemment, quand on décrit l'informatique, quand on décrit la stratégie, quand on décrit l'organisation avec des noms et des mails, ils aiment pas trop que ce soit en danger. Ils ont des centres informatiques qui sont extrêmement puissants, pour lesquels nous on est peanuts. Et donc la transition vers le SaaS est très très lente. Bon, parmi les clients, il y a le département de la défense américain, la DGA en France. C'est sûr que eux, le SaaS, ils y vont mollo. Même s'ils ont eux-mêmes des clouds privés, ça reste quand même chez eux. Et donc on a toujours, tout ça pour expliquer qu'on a toujours maintenant, nous, en 2021, une exigence de qualité initiale qui est fondamentale. Alors ça fait un peu rétrograde. Ça fait un peu, mais qui c'est celui-là il est où DevOps et tout ça. Donc c'est il est où le CI/CD, il est où le déploiement continu ouais, votre CI, c'est tous les combien, tout ça. Alors, ça n'empêche pas. C'est-à-dire que on fait dans notre industrie, notre façon de construire le logiciel, on adopte tout ce qui est possible pour être plus flexible, plus modulaire, plus découplé, etc. Mais au moment où on va construire quelque chose pour nos clients, on va quand même avoir une grosse masse sur laquelle ils vont compter, qui doit être testée à fond, sur lesquels ils vont investir. Bon, c'est cher chez eux. Un changement de version, c'est pas un changement de version, c'est 2 mois, 3 mois. Donc on comprend bien que les clients nous disent arrêtez de balancer des versions. Par ailleurs, les analystes, les Gartner, les Forrester, chez qui évidemment avec qui on a beaucoup de contacts, puisque nous on a quand même une couverture mondiale, il est absolument indispensable qu'on ait cette visibilité mondiale que donnent les analystes. Gartner, le Magic Quadrant, on est leader depuis 12 ans et il faut absolument pas que ça change. Et eux nous disent c'est pas comme ça qu'on fait. Il faut que vous soyez que bombardier des versions beaucoup plus souvent, parce que sinon vous êtes des dinosaures. Et vos clients vous disent... Et les clients nous disent arrêtez de bombarder des versions, de toute façon on les installera pas. Olivier Bonnet, CTO de Blablacar, il nous parle des relations entre la tech et le métier. Quel est le rapport entre les techs et le métier? Est-ce que chez Apple, avec une culture différente, est-ce qu'il y a des rapports entre la tech et le métier qui sont différentes par rapport à des boîtes françaises? Ouais, alors c'est une très bonne question parce qu'en fait... La réponse, elle est un peu étonnante, mais chez Apple, il n'y avait pas de product manager. Il y avait des ingénieurs et des designers. Et finalement, je crois que les deux populations ensemble faisaient le boulot de product management, c'est-à-dire de concevoir le produit, le tester, etc., etc. Et finalement, en fait, il y avait du coup, et si je réponds vraiment à la question de Kevin, en fait, il y avait
très peu de contact entre les équipes engineering et business chez Apple, parce que les équipes business, c'est des équipes sales ou des équipes product marketing, mais en fait, elles étaient beaucoup moins présentes que aujourd'hui elles le sont chez BlaBlaCar. En fait, j'ai découvert ce que c'était qu'un product manager, et j'ai beaucoup apprécié le rôle du product manager, mais je l'ai découvert en arrivant chez BlaBlaCar. Finalement, c'est très étonnant, quoi, ouais. du coup. Ouais. Et oui, enfin, et donc après, donc passer l'instant de surprise, en fait, ça a du sens parce que j'ai toujours bossé chez Apple sur des projets où en fait j'étais l'utilisateur et j'étais d'un certain point de vue la cible, et donc en fait je crois que c'est plus facile de faire un peu cette partie product management sur un produit que tu utilises, mais ça reste quand même assez étonnant en fait comme choix. Je crois que je crois que c'est moins vrai. Je crois qu'ils ont commencé à introduire des product managers parce que oui, il y a besoin de développer une vision un peu long terme. Il y a besoin de s'assurer qu'on est bien au contact des utilisateurs, et honnêtement, peut-être ça c'est je suis pas du tout sûr d'avoir fait un bon boulot en tant que product manager des produits dont j'avais la charge. Voilà, t'as pris l'exemple de la Russie, ouais. La BlaBlaCar, enfin, j'imagine. Ah non, c'est pas par hasard. C'est pas tout à fait par hasard. Il y a des sujets qui vont avec. Non, mais la Russie, c'est notre plus gros pays. C'est le plus gros pays de Ouais. D'accord. Et c'est à la fois c'est le plus gros aujourd'hui, mais c'est celui qui croît le plus vite. Et c'est un pays qui a des enjeux très différents en termes d'usage, de fraude, le rapport des gens avec leur voiture, de quelles sont les distances entre les grandes villes, etc. Donc c'est pour ça que je l'utilise. C'était à dessein. Et Brésil, pareil, c'est un des gros pays qui cartonne en ce moment et où on voit l'usage exploser. Quand tu dis fraude, c'est fraude à l'utilisation normale de BlaBlaCar, du coup? Ouais, on voit plein de choses. Il y a beaucoup d'innovations. On voit plein de choses, mais typiquement, c'est des conducteurs qui posent des trajets et qui essayent de faire payer les passagers en dehors de la plateforme et qui après en fait se pointent jamais au lieu de rendez-vous. Mais c'est des arnaques. En fait, c'est des arnaques comme probablement, il y en a sur toutes les plateformes, places de marché. Il y en a sur Le Bon Coin, il y en a sur. Et donc, comment on gère ça? Et on en a vu un peu dans tous les pays, mais clairement la Russie, ils ont, je crois qu'il y a un, enfin, j'en discutais avec un employé de BlaBlaCar qui est en Russie et qui disait oui, ça fait un peu partie de la culture de la débrouille et de en fait on va se retrousser les manches et on va se débrouiller, on va essayer de hacker un peu le système. Et les volumes qu'on a en Russie, ils sont intéressants, mais les volumes de fraude, ils sont aussi, ils sont pas négligeables. Agnès Repet qui nous donne quelques clés techniques pour une sobriété numérique. Tu shippes un téléphone avec une certaine version d'Android. Si tu fais des erreurs architecturales, tu pourras ça mettra vraiment à mal le software support sur plusieurs années. Donc, on est en plein dans les choix lié à la sobriété, tu vois. Si tu veux faire un téléphone qui dure pour être plus sobre, il faut que tes choix soient bons dès le début. Et personne fait ça dans l'industrie. Donc, on est un peu les seuls. Donc, on a une cellule R&D. Dans mon équipe, j'ai des ingénieurs qui font ça. On travaille là-dessus, on itère, parfois on se plante. On est vraiment en croissance lente. Donc, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'investisseurs. On fait beaucoup de prêts bancaires. Ce qui est pas vraiment à la mode, enfin, tu vois, je veux dire, on n'est pas du tout à la levée la plus grosse et tout ça, mais ça c'est une volonté des gens qui lead la boîte aujourd'hui. Parce qu'IDL savent très bien que quand tu vas chercher trop d'investisseurs, tu perds un peu le contrôle de la boîte. C'est compliqué sur du hardware, parce qu'on fait du hardware, donc on a une ligne de production en Chine, enfin, faut quand même des thunes, quoi. Mais la décision a toujours été de grandir doucement, parce que si jamais tu fais rentrer trop de gens que tu contrôles pas à ton board, tu perds la main. Tous les trucs que je vais te citer, les fair materials, le conflict free, les minerais qui ne financent pas de conflits armés, le fait de garantir qu'il n'y ait pas d'enfants dans la supply chain, on fait plein d'autres trucs que je t'expliquerai après sur les conditions de travail aussi des personnes qui assemblent le téléphone en Chine,
la partie recyclage, enfin bref, tout ça. Au bout d'un moment, ça pète. Il y a toujours un investisseur qui va dire, écoutez, vous êtes bien gentil, là, mais votre truc soft, là, on va l'oublier, celui-là. Enfin, au moins cette partie-là. Enfin, tu vois, si tu veux vraiment garder le contrôle sur tous les projets, tous les angles d'attaque auxquels tu crois et qui vont changer l'industrie électronique, parce que c'est vraiment le but de Fairphone, c'est de changer l'industrie électronique, c'est pas de faire un super téléphone Fairphone, c'est vraiment d'arriver à insuffler un changement. Et ben, si tu fais rentrer trop vite trop de gens, en tant qu'investisseur, tu perds le contrôle. Gilles Razigat qui nous parle de la manière dont il choisit ses combats et ses chantiers d'innovation. Tu n'es pas dans la surprocessisation. Et c'est hyper dangereux, en fait. C'est vraiment... c'est intéressant parce qu'en gros, on a besoin de process. En fait, techniquement, on a besoin de process. Et le fait de se retrouver dans une situation où en fait on est un peu t'es tout seul, voilà, on est seul seul sur le radeau, en fait la rame, si j'ai envie de la mettre à droite ou à gauche, bah je peux le faire en fait. Mais en fait c'est pas positif sur le long terme parce que le jour où des personnes vont rejoindre TIN, bah il faut que je minimise les zones de non-droit d'une certaine manière, les zones où je suis un peu passé vite sur certains process. Et donc, bah, j'essaye de tenir de la documentation, j'essaye de me forcer justement à tenir des sprints. C'est-à-dire qu'on pourrait me dire, mais ça ne sert à rien en fait de faire du sprint, de faire des sprints. Par exemple, on est en Scrum, on fait des sprints d'une semaine, etc. On a le daily meeting le matin. Donc tu te dis, mais tu le fais avec qui ton daily meeting? Et c'est assez intéressant parce que le jour où les personnes viendront, rejoindront-ils, bah, on va pas se retrouver en face d'un loup sauvage. En fait, on va se retrouver directement dans une équipe. Peut-être unicellulaire mais qui va passer multicellulaire avec déjà en fait les réflexes, des réflexes d'agilité, mise en place de la rétrospective, l'amélioration continue, tenir justement ces sprints. Alors là tu fais déjà ça? Là on fait ça, ouais, exactement. Mais faut s'y tenir parce que la phase de on est que 1, 2 ou 3, elle va pas durer longtemps. Et donc en fait on désapprend très très vite. C'est aussi ce que je dis, c'est-à-dire que les bonnes pratiques, l'hygiène de développement, les bonnes pratiques de travail, etc., on peut vite le désapprendre. Et réapprendre, ça prend quand même du temps. En gros, le CTO doit quand même choisir ses batailles. Il peut pas combattre partout. Donc s'il lance des super sujets innovants où en gros on avance 2 phases par rapport à l'état de l'art, bah mine de rien ça va être sa responsabilité. Donc quand on voit des personnes qui disent oui mais en fait là ce projet-là il a été complètement foiré parce que choix technologique moisi, ou trop en avance sur son temps, d'une certaine manière, et en fait des technologies, enfin je veux dire, des frameworks, il en sort tous les mois, quoi. Donc en fait, faut être un petit peu, faut choisir où on va innover. Il faut choisir en fait des projets qui sont non stratégiques, on va dire, pour l'exécution de la roadmap d'une entreprise. Et une fois que le vernis a séché, que les équipes ont été formées, alors là, on peut commencer à le déployer plus largement. Là, je pense que Flutter chez TIN aurait été beaucoup trop, c'est trop jeune. Ça aurait été beaucoup trop tôt en fait chez nous et on aurait pris un risque, on va dire démesuré par rapport à l'avantage concurrentiel ou même l'avantage de rendu, quoi. Frédéric Rouvain qui nous parle entre autres de l'hygiène dentaire et de son hygiène d'identité numérique. On commence à construire, on sort les premiers sites qui étaient déjà dans les tuyaux, on en vend d'autres, on les sort, et puis ensuite ce genre d'activité, il faut vraiment industrialiser. C'est un peu un principe de marque blanche, donc il faut avoir une plateforme e-commerce solide qu'on peut déployer et dérouler pour de multiples clients. Et puis là, un beau jour, Jacques-Antoine Grangeon, lors de la réunion trimestrielle des managers de vente privée, il annonce en début de réunion, il y a des initiatives qu'on a lancées qui marchent bien et qu'on va continuer. Il y a d'autres expérimentations où finalement on pense que c'est pas dans notre cœur de business model et on va arrêter, comme la DCF. Et là, on apprend au début d'une réunion de 3 heures qu'on est viré, alors que ça faisait l'aventure avait finalement duré que même pas 18 mois. Donc c'était un petit peu dommage à mon sens. Et puis la complexité derrière, ça a été d'assurer la transition, parce qu'on avait les sites e-commerce en délégation. Il a fallu trouver des repreneurs et accompagner la fin de l'aventure. Donc c'était un peu particulier. Ouais, souvent les nouveaux arrivants chez Dashlane, par exemple, ils me posent la question, c'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en tant que CTO? Et la façon dont je leur décris mon rôle, c'est je leur dis, aujourd'hui, vu la taille de l'équipe et vu les enjeux de croissance de Dashlane, la grande partie de mon rôle, c'est un rôle de people manager en réalité. C'est m'assurer qu'on recrute les bonnes personnes, que les bonnes personnes démarrent bien chez Dashlane, qu'elles sont heureuses, qu'elles puissent travailler de façon efficace, et puis accompagner le cycle de vie de l'employé jusqu'à le jour où elles partiront de Dashlane pour aller faire autre chose. Et d'ailleurs, dans cette partie-là, pour moi, un succès, c'est le jour où les personnes partent faire des choses encore plus intéressantes pour elles et qu'elles ont pu grandir à travers leur parcours chez Dashlane. Je sais pas si c'est une question que tu aurais pu me poser, mais en tout cas, moi je vous encourage tous à utiliser Dashlane, si vous connaissez pas. Non, mais ça paraît
je suis toujours un peu étonné du fait qu'en particulier même dans des populations techniques, les gens prennent pas les bons outils. Avoir un gestionnaire de mot de passe, pour moi, c'est un must-have aujourd'hui. Tu peux pas survivre sans avoir un gestionnaire de mot de passe parce que tu as en réalité des centaines d'identifiants, et donc il faut avoir un gestionnaire de mot de passe, que ce soit Dashlane ou un autre, mais il faut en avoir un et il faut s'outiller pour juste faciliter la vie, quoi. Donc voilà, utiliser Dashlane de la même façon qu'il faut utiliser des brosses à dents. Des gadins, des échecs, au BetClick ou ailleurs d'ailleurs. Ouais, pour moi les plus gros gadins finalement c'est des gadins humains finalement, c'est des personnes qui étaient pas au bon endroit au bon moment et qu'on a gardé trop longtemps et ça c'est hyper dur parce qu'effectivement il y a des gens qui sont très compétents mais qui sont plus à leur place parce que la structure a changé et qui s'épanouissent plus, et ces personnes-là il faut savoir les accompagner pour leur dire va t'épanouir ailleurs, va t'épanouir différemment, et souvent on prend trop de temps à faire ça et ça fait que pour ces personnes-là elles sont en souffrance sur la fin et puis ça pénalise aussi le reste de l'organisation parce que tout le monde le sent mais voilà, donc surtout des gadins humains, des gens d'attendre trop longtemps sur ces choses-là. Et à chaque fois je me dis que j'attends trop longtemps et à chaque fois je refais l'erreur parce qu'en fait c'est hyper dur humainement de passer ces caps-là. Bruno Soulez, directeur des opérations de Cosa Vostra, qui évoque l'importance de savoir vendre son produit. J'ai reçu dans le podcast CTOs Nicolas Silberman qui a eu une expérience entrepreneuriale aussi et qui à un moment cette phrase en fait ça n'a pas marché parce que mon application était trop cool, qu'elle répondait pas à un problème en particulier. Toi finalement l'écueil sur lequel tu arrives, c'est pas que ton application est trop cool, c'est qu'il faut pas oublier de la vendre, quoi. Exactement. Okay. C'est vraiment le problème, c'est que et en parallèle de cette boîte là, je me souviens j'avais monté un petit projet avec un pote et deux personnes qu'on avait trouvé sur internet, qui était une idée hyper sympa. Je te fais le pitch très vite, ça s'appelait Deliver Me et l'idée c'est plutôt que de faire une livraison chez toi, où tu es obligé d'être chez toi toute l'après-midi, tu fais une livraison chez nous, et quand tu es prêt à recevoir ton paquet, tu nous envoies ta position GPS, et en 1 heure, on t'envoie un livreur avec ton paquet. Et donc pourquoi j'en parle, c'est parce que donc on était deux sur la partie un peu business, commercial, et il y avait 2 autres personnes sur la partie tech, création de l'application, de tout le service derrière, de tout le back-office et compagnie. Et on a appris après qu'on ait fermé la boîte, parce que c'était trop cher, personne n'en voulait. On a appris après coup qu'en fait les 2 devs, il y a eu une discussion entre eux à un moment en se disant mais pourquoi on le ferait pas juste tous les 2? Parce qu'au final, toi et moi on est dev, c'est nous qui maîtrisons le produit, donc on peut créer la boîte tout seul, on n'a pas besoin de Bruno et de son pote, quoi. Ouais. Et en fait il y a un des 2 devs qui a dit si, parce que nous on sait dev le produit, mais eux ils savent le vendre. Bon, il s'avère qu'on n'a pas su le vendre parce que au final, ça a pas marché. Mais tu vois, il a eu cette intelligence-là de dire oui, on sait créer le produit, mais c'est tout ce qu'on sait faire, quoi. Toi, sur ta première boîte d'intermédiation, boîte du BTP artisan, finalement, l'écueil, c'est d'être tout seul, en fait. Exactement. Et d'avoir cru que, je sais plus, j'ai entendu ça en fait. Je sais plus qu'est-ce qu'il disait, que si t'as le bon produit, les clients viendront. Non, en fait non, les clients ne viendront pas. Si t'as personne pour aller les chercher, les clients ne viendront pas. C'est parce que t'as le meilleur produit du monde que les clients viendront. Est-ce que t'as des proverbes? Alors moi, il y a 2 proverbes qui m'animent. Il y a sur l'aspect très pro, c'est il faut suivre ceux qui cherchent et fuir ceux qui ont déjà trouvé. Parce qu'en fait, on a tout le temps des choses à apprendre, on a tout le temps de la marge de progression et que il y a tout le temps mieux à faire et que quelqu'un qui pense avoir déjà trouvé, au final, ça m'intéresse pas. Attends, je t'en cite 2, mais en fait, j'en ai plein des proverbes que je sors souvent. Mais il y en a un autre qui pour moi aussi est important et que j'apprends à mes filles, que quasiment tout le monde chez Cosa Vostra ici m'a entendu dire au moins une fois. C'est on a 2 oreilles et une bouche, il faut donc écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Et pour moi, ça c'est et je pense que c'est ma relation avec c'est c'est tous mes jobs qui m'ont appris ça. En fait, écouter, c'est primordial. Et qu'en fait, si t'es pas capable d'écouter, tu pourras pas apporter une solution pertinente. Si tu t'écoutes pas les gens, tu pourras pas comprendre ce qu'ils vivent. Si t'écoutes pas les gens, tu pourras pas créer un lien avec eux. Donc on a 2 oreilles et une bouche, c'est pas pour rien. Il faut écouter 2 fois plus qu'on ne parle. Marek Kalnick qui nous fait part d'un process de recrutement particulièrement atypique. Ok, donc la casquette de CTO là, depuis le début de l'année, elle commence à un petit peu s'éloigner, quoi. Elle change. Elle change. Elle change. J'aime bien
dans un bouquin de Camille Fournier qui s'appelle Manager's Path, il y a un chapitre qui parle des big leagues, le poste dirigeant. Et en fait, elle dit, selon l'entreprise, CTO, VP, Director of Engineering, peu importe, ça ne veut pas dire la même chose. En fait, il y a certains rôles qui doivent être assurés au niveau du leadership senior, du management senior, et on les distribue d'une manière un peu libre à des personnes qui ont des titres différents. Donc, en fait, mon titre de CTO reste le même depuis toujours, mais je suis en train de sortir qu'est-ce qu'on met dans ce temps-là, quoi. De nouveaux trucs dedans. Ouais. Alors, le processus de recrutement très complexe. J'ai beaucoup de gens qui me disent qu'il est très complexe, beaucoup de candidats, et même de boîtes externes. On a 6 tests aujourd'hui dans le processus de recrutement. Ça commence, si on parle que de tech, chaque profil a un processus de recrutement en plus différent sur mesure selon les profils. Un entretien RH où on parle de la motivation, de comment la personne se projette, etc. Un test technique automatisé où la personne a un formulaire à remplir avec du code sur une plateforme automatisée. La plateforme valide automatiquement si les résultats. Un entretien de pair programming. On met la personne d'une situation, tu collabores avec un dev et en fait comment ça se passe en expliquant une méthode de travail. Un entretien logique, une énigme du coup pour savoir aussi quelle est la capacité de résoudre des problèmes. Un entretien qu'on appelait jusqu'à récemment un entretien CTO. Maintenant, il faudra changer le nom parce que je suis plus la seule personne à le faire. Tu vas continuer à rencontrer tout le monde ? Je vais arrêter de rencontrer tout le monde. Tu vas arrêter là ? Ouais. Ok. Du coup, qui est un entretien sur la passion pour la technologie. Tu perds combien de personnes entre... Alors, je te parle pas là de... C'est toi qui arrêtes le process. Je te parle de... Tu perds combien de personnes qui disent vas-y, c'est bon, il y a 6 tests, j'en ai fait 2, je vais pas faire 6 tests, quoi. Tu fais tout sur la même journée ou la personne revient 6 fois ? On le fait dans une semaine. Donc 2 fois, il y a plusieurs entretiens dans la même journée. De temps en temps, on accepte aussi à faire des entretiens à distance. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui vient. Je pas envie de dire des bêtises, mais je connais pas un cas où quelqu'un nous aurait dit ça. Eric Daspet qui nous fait le lien entre des dessins animés et des règles de management. Je me suis pris 2 murs à la fois, et je pense que ça parle à tous ceux qui l'ont fait. Je me suis pris le premier mur d'entrepreneuriat, c'est-à-dire que je suis passé d'un mode consultant salarié où j'interviens sur demande, je remplis une mission et surtout des missions courtes. À l'époque, j'étais à Octo. Et je suis passé sur un endroit où il fallait réfléchir à long terme, mais surtout faire de zéro. Ce à quoi j'avais jamais fait. Et c'est quelque chose de très particulier. On peut commencer des projets de zéro en SS2I, mais se retrouver avec la chaise et le bureau dans un grand espace vide et à se dire ça y est, maintenant il faut que je mette les architectures et que je valide ce qui va se passer. Et on engage des sommes faramineuses et des engagements sur 6 mois à 1 an qu'on ne remet jamais en cause, en fait. Et donc c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Et forcément, j'ai fait des erreurs là-dessus. Mais c'est formidable, il faut le faire au moins une fois. Et en même temps, dans la foulée, je suis passé en management de direction, alors que j'avais jamais eu ce type de responsabilité avant. Et ça, c'est pareil. Il m'a manqué quelqu'un pour m'apprendre ce que c'est. Et les premières fois, on le fait mal. Voilà. Et rétrospectivement, 10 ans après, je fais plus les choses du tout de la même façon. Et j'étais en train de balbutier, quoi. Qu'est-ce qu'à l'époque t'avais, les erreurs que tu as pu faire, que tu management, je savais pas donner du feedback, je savais pas dire du positif quand les gens faisaient les choses bien. Je savais pas dire le négatif, j'avais tendance à pas oser ou à pas brusquer ou à mettre sous le tapis jusqu'au moment où ça devient assez difficile et puis là c'est un petit peu brusque. Grosso modo, je n'étais pas forcément un très bon manager de ce côté-là et puis surtout j'ai beaucoup progressé sur ma relation sur comment gérer le management de l'autre côté parce que finalement c'est peut-être ça le plus dur. Avec le président, avec la direction et comment piloter tout ça. Est-ce que tu as un proverbe ?
Je vais pas mettre ça au niveau du proverbe ou de devise, mais je vais te sortir un dessin animé, mais j'aime bien parce que c'est ça que je sors beaucoup aux équipes. Je sais pas si tu vois Les Indestructibles, ça te parle ? Ouais. Avec Edna, qui est mon personnage préféré là-dedans, qui dit à un moment le passé c'est le passé, ça parasite le présent. Et je trouve ça très très fort et je le ressors beaucoup. Parce que pour moi, c'est la séparation de deux façons de piloter le management. C'est soit tu fais tes roadmaps et tu regardes est-ce que la personne elle a réussi et qu'est-ce qu'elle a fait comme erreur et est-ce qu'elle a atteint ses objectifs et est-ce qu'elle est performante et est-ce qu'elle a fait ce qu'il fallait, etc. Et tu es sur le jugement du passé. Ou est-ce que tu es sur ok, voilà où on en est, peu importe pourquoi, on se fiche de qui a fait quoi. C'est voilà la situation, comment on peut aller de la meilleure façon là où on veut dans l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'on va jamais regarder le passé, mais on va le regarder uniquement dans le contexte où ça nous permet d'améliorer l'avenir. Et pas pour savoir si quelqu'un mérite ou mérite pas, ou a bien fait ou a pas bien fait. Et c'est un vrai changement pour moi de pouvoir dire le passé, c'est le passé. C'est pas la question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, c'est le moment de prendre 2 ou 3 secondes de plus pour 2 ou 3 clics. Un petit clic pour un pouce bleu, ou un petit clic pour un partage aux copains, ou un petit clic pour vous abonner et ne pas rater le prochain épisode. À très bientôt.